À l'hôpital, ma fille de 7 ans avait besoin d'une chirurgie d'urgence. Ma belle-mère a dit, je reste seulement pour la vraie petite fille. Puis elle est partie avec mon mari. Je n'ai pas supplié. J'ai simplement tout enregistré. Lorsqu'ils sont revenus 6 heures plus tard, j'ai souri et dit. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Ma fille était en train d'être emmenée en chirurgie d'urgence et ma belle-mère m'a regardé droit dans les yeux et a dit, nous ne restons que pour la vraie petite fille. Puis elle est partie avec mon mari. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas supplié. J'ai juste sorti mon téléphone et appuyé sur enregistrer. Je m'appelle Daphné Merritt. J'ai 34 ans et je suis mère depuis 6 ans. Pas 5 ans et 8 mois. Pas presque 6 ans, 6 années complètes. Parce que la maternité ne commence pas lorsque les documents sont finalisés. Elle commence au moment où vous tenez votre enfant pour la première fois et réalisez que vous traverseriez le feu pour lui. Willa est entrée dans ma vie quand elle avait 18 mois. J'avais 28 ans, j'étais célibataire et je travaillais comme assistante gérante dans une petite boulangerie à Ridgewood. Je n'avais pas l'intention d'adopter. Je n'étais même pas sûr de vouloir des enfants à ce stade de ma vie. Mais ma cousine avait accueilli Willa en famille d'accueil pendant 3 mois lorsque sa santé a décliné et qu'elle ne pouvait plus s'occuper d'elle. Les services sociaux se préparaient à placer Willa dans un nouveau foyer, et quelque chose s'est brisé en moi à l'idée que cette petite fille soit déplacée dans la maison d'un autre étranger. Alors, je suis intervenu. J'ai suivi les cours de parentalité. J'ai rempli des montagnes de paperasse. J'ai converti ma chambre d'amis en chambre de bébé et j'ai appris à réchauffer un biberon à 2 heures du matin, à moitié endormi. Et lorsque l'adoption a été officialisée le 2e anniversaire de Willa, j'ai pleuré plus fort que jamais. Des larmes de joie, des larmes de gratitude, le genre de larmes qui viennent quand on réalise que tout notre objectif vient de changer. Pendant 3 ans, nous n'étions que toutes les deux, Willa et moi, contre le monde. J'ai été promue gérante de la boulangerie. Nous avons déménagé dans un appartement plus grand. Je lui ai appris à faire du tricycle, à compter jusqu'à 20 et à faire des pancakes aux pépites de chocolat le dimanche matin. Elle m'appelait maman avant même de pouvoir le dire clairement. Et chaque fois que ce mot sortait de sa petite bouche, j'avais l'impression que mon cœur allait exploser. Puis j'ai rencontré Gordon. Gordon Merritt avait 32 ans lorsque nous avons commencé à sortir ensemble. Il travaillait comme coordinateur logistique pour une compagnie maritime, le genre de travail stable et fiable qui vient avec de bons avantages sociaux et des horaires prévisibles. Il était grand, silencieux et dégageait cette énergie calme qui me faisait sentir en sécurité. À notre 3e rendez-vous, je lui ai parlé de Willa. Je lui ai expliqué que j'étais un package complet, que ma fille passait avant tout, et que s'il ne pouvait pas l'accepter, nous devrions mettre fin à notre relation immédiatement pour éviter que quiconque ne soit blessé. Il m'a dit qu'il comprenait. Il m'a dit que la famille était tout pour lui. Il m'a dit qu'il avait hâte de la rencontrer. Et pendant un moment, tout semblait parfait. Gordon était patient avec Willa. Il lui lisait des histoires avant de dormir et lui a appris à attraper une balle de softball. Lorsque nous nous sommes mariés 2 ans plus tard, Willa était notre demoiselle d'honneur et elle a marché dans l'allée en éparpillant des pétales de rose avec le plus grand sourire que j'ai jamais vu. Gordon a même demandé s'il pouvait l'adopter légalement après le mariage. Et je me souviens d'avoir pleuré à nouveau parce que je pensais avoir trouvé quelqu'un qui aimait ma fille autant que moi. Mais Gordon venait avec des bagages, et ces bagages avaient un nom. Opel Merritt avait 62 ans et avait élevé Gordon seul après le départ de son père quand il avait 7 ans. Elle a fait des doubles quarts de travail comme administratrice d'hôpital pour lui payer l'université. Elle a tout sacrifié pour lui et elle s'est assurée qu'il ne l'oublie jamais. Gordon vénérait sa mère. Il l'appelait tous les jours, parfois 2 fois. Il lui demandait son opinion sur tout, de la voiture à acheter au restaurant à choisir pour notre dîner d'anniversaire. Et dès l'instant où Opel a rencontré Willa, j'ai vu quelque chose de froid s'installer derrière ses yeux. Au début, elle n'a jamais rien dit directement. C'était tout subtil, petit, le genre de cruauté que l'on ne peut pas prouver. Quand Willa lui montrait un dessin qu'elle avait fait à la maternelle, Opel le regardait et disait « c'est gentil ». Puis elle se tournait vers son téléphone. Quand Willa essayait de lui faire un câlin, Opel se raidissait et lui tapotait la tête comme si elle était un chien inconnu. À Noël, Opel offrait des cadeaux détaillés et réfléchis à Gordon, et plus tard à Brinley. Mais les cadeaux de Willa étaient toujours des cadeaux de dernière minute, un livre de coloriage générique, une peluche avec l'étiquette de prix toujours dessus. Une année, elle a donné à Willa une carte cadeau pour un magasin qui avait fermé 2 mois plus tôt. Je me disais que j'étais paranoïaque. Je me disais qu'Opel était juste vieille école, qu'elle avait besoin de temps pour s'habituer.
Gordon la défendait toujours. C'est comme ça que maman, hein, disait-il. Elle ne veut pas dire de mal. Mais je voyais le visage de Willa s'affaisser chaque fois qu'Opel la regardait sans la voir. Je voyais ma fille hésiter avant de parler à sa grand-mère, comme si elle se préparait à être rejetée. Et j'ai vu à quel point tout a changé lorsque Brinley est née. Brinley est arrivée 3 ans après notre mariage. Elle était parfaite et en bonne santé et avait les yeux de Gordon. Et à partir du moment où Opel l'a tenue à l'hôpital, quelque chose a bouleversé la dynamique familiale que je n'ai jamais pu réparer. Soudain, Opel était impliquée. Elle voulait faire du babysitting. Elle voulait acheter des tenues assorties. Elle voulait des photos professionnelles d'elle et de sa petite fille. Au singulier. Quand j'ai souligné qu'elle avait 2 petites filles, Opel a souri de manière forcée et a dit « Bien sûr, mais vous savez ce que je veux dire. » Je savais exactement ce qu'elle voulait dire. Brinley était de son sang. Willa ne l'était pas. Et dans l'esprit d'Opel, cette distinction signifiait tout. Pendant les 3 années suivantes, j'ai vu le fossé se creuser. Brinley a reçu un bracelet en or pour son premier anniversaire. Willa a reçu un billet de $20 dans une enveloppe simple pour son 6e. Les photos de famille chez Opel présentaient Brinley au centre, tandis que Willa était placée sur le bord, presque coupée. Lorsque la tante de Gordon posait des questions sur les petits-enfants, Opel parlait sans fin des étapes importantes de Brinley et mentionnait à peine le nom de Willa. Je ripostais par de petites actions. Je m'assurais que Willa se sent aimée. Je lui organisais des fêtes d'anniversaire élaborées. Je lui disais chaque jour qu'elle était ma fille, mon cœur, mon tout. Mais je ne pouvais pas forcer Opel à l'aimer. Et je ne pouvais pas forcer Gordon à tenir tête à sa mère. Ce qui nous amène au jour où tout s'est brisé. C'était un samedi matin et nous étions censés bruncher chez Opel, une tradition familiale qu'elle insistait pour avoir tous les 2 week-ends. Willa se plaignait de son estomac depuis qu'elle s'était réveillée, mais j'ai supposé que ce n'était que de la nervosité. Elle était toujours anxieuse avant les visites chez grand-mère. À 10 heures, ses plaintes s'étaient transformées en larmes. À 11 heures, elle était pliée en 2 sur le sol de la salle de bain, brûlante de fièvre. Je savais que quelque chose n'allait pas du tout. J'ai dit à Gordon que nous devions aller aux urgences immédiatement. Il a appelé Opel pour annuler le brunch, et bien sûr, elle a insisté pour nous rejoindre à l'hôpital. Elle a amené Brinley car elle la gardait ce matin-là. La salle d'urgence de l'hôpital Ridgewood Memorial était bondée et bruyante, mais ils ont jeté un coup d'œil à Willa et l'ont emmenée en priorité. Le médecin l'a examinée et a ordonné une imagerie immédiate. 20 minutes plus tard, il est revenu avec une expression sombre, appendicite aiguë, signe de rupture. Elle avait besoin d'une chirurgie d'urgence dans l'heure. J'ai senti le sol s'incliner sous moi. Ma petite fille était sur le point d'être ouverte, et je ne pouvais rien faire d'autre que signer les formulaires de consentement et prier. Ils m'ont permis de marcher à côté de son brancard alors qu'il l'emmenait vers la salle d'opération. Willa était pâle et effrayée, sa petite main serrant la mienne si fort que je pouvais sentir son pouce accélérer contre ma paume. « Maman » a-t-elle murmuré, sa voix faible de douleur. « Tu seras là quand je me réveillerai » Je me suis penché et j'ai embrassé son front. « Je ne te quitterai jamais » lui ai-je dit. « Je te le promets. Quand tu ouvriras les yeux, je serai là. » Elle a hoché la tête, me faisant confiance complètement. Et puis les portes battantes se sont refermées entre nous. Je suis resté là un long moment, fixant ces portes, essayant de me ressaisir. Quand je me suis finalement retourné, j'ai vu Opel tirer Gordon à l'écart près des distributeurs automatiques. Il parlait à voix basse, mais la salle d'attente était assez silencieuse pour que j'entende chaque mot. « Gordon, il n'y a aucune raison que nous restions tous assis ici pendant des heures, » disait Opel. « Brinley est fatiguée et a faim. Ramenons-la à la maison et installons-la. »« Maman, Willa est en chirurgie, » a répondu Gordon. « Nous devrions rester et soutenir Daphné. » Opel a secoué la tête impatiemment. « Cet enfant n'est pas de ton sang. Brinley est ta fille, ta vraie fille. Elle a besoin de toi plus que Daphné en ce moment. Daphné peut s'en sortir seule. Willa était son projet avant que tu n'arrives. » Projet. Elle a appelé ma fille un projet. Comme si Willa était un hobby que j'avais pris au lieu d'un être humain que j'avais élevé et aimé pendant 6 ans. J'ai regardé le visage de Gordon. Je l'ai regardé hésiter. Je l'ai regardé jeter un coup d'œil à Brinley endormi dans son porte-bébé, puis aux portes de la salle d'opération, puis à sa mère. Et je l'ai regardé faire son choix. Il s'est approché de moi avec ce regard d'excuse que j'avais vu 100 fois auparavant. Le regard qui signifiait qu'il était sur le point de me décevoir, mais qu'il voulait que je lui pardonne quand même. « Daph,
Peut-être que maman a raison, a-t-il dit doucement. Brinley devient difficile. Elle a manqué sa sieste. Nous allons la ramener à la maison et revenir dès que l'opération sera terminée. Quelques heures tout au plus. Je l'ai fixée. Ma fille était sur une table d'opération. Son appendice avait rompu. Elle pourrait mourir sur cette table, et mon mari s'inquiétait d'une sieste manquée. D'accord, ai-je dit. Ma voix est sortie plate et froide, mais à l'intérieur, je criais. Allez-y. Opel a pris le porte-bébé de Brinley et s'est dirigée vers la sortie sans me regarder. Mais juste avant d'atteindre la porte, elle s'est retournée. Et ce qu'elle a dit ensuite restera gravé en moi pour le reste de ma vie. Nous ne restons que pour la vraie petite fille, a-t-elle dit calmement. Et comme elle vient avec nous, ça ne sert à rien d'attendre. Puis elle est sortie, et Gordon l'a suivie. Je suis resté seul dans cette salle d'attente, regardant les portes se refermer derrière eux. Pendant un instant, je n'ai pas pu respirer. Les lumières fluorescentes bourdonnaient au-dessus de ma tête. Une télévision dans le coin diffusait un bulletin de nouvelles muets. Quelque part dans le couloir, un enfant pleurait. Mais je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas crié. Je ne les ai pas poursuivis pour les supplier. Au lieu de cela, je me suis assise sur une chaise en plastique dur, j'ai sorti mon téléphone et j'ai ouvert l'appareil photo. Je l'ai tourné vers moi, j'ai appuyé sur le bouton rouge et j'ai commencé à parler. Parce que s'ils allaient faire semblant que ma fille n'avait pas d'importance, j'allais m'assurer qu'ils n'oublieraient jamais ce moment. J'allais m'assurer qu'ils voient exactement qui ils étaient. La salle d'urgence pédiatrique du Ridgewood Memorial Hospital sentait l'antiseptique et le café rassis. Il était 14h47 un samedi après-midi et j'étais assise sur une chaise en plastique qui avait probablement accueilli un millier d'autres parents terrifiés avant moi. La salle d'attente était presque vide maintenant, juste moi, un distributeur automatique qui bourdonnait dans le coin et les sons étouffés d'équipements médicaux qui sonnaient quelque part dans le couloir. Je n'arrêtais pas de fixer les portes battantes où ils avaient emmené Willa. Chaque fois qu'elle s'ouvrait, mon cœur me montait à la gorge, espérant que ce soit quelqu'un avec des nouvelles. Mais c'était toujours une infirmière se dirigeant ailleurs ou un technicien poussant un fauteuil roulant vide ou un concierge nettoyant des sols déjà propres. Mes mains tremblaient. Je les ai pressées à plat contre mes cuisses pour les forcer à s'arrêter, mais le tremblement s'est propagé à mes épaules, ma poitrine, ma mâchoire. Je me maintenais avec rien d'autre que ma volonté et la promesse que j'avais faite à ma fille. Ce matin avait commencé si normalement. C'était la partie la plus cruelle. Willa s'était réveillée en se plaignant que son ventre lui faisait mal, mais elle disait souvent cela avant les visites chez Opel. J'avais appris à reconnaître ces symptômes d'anxiété au fil des ans, les maux d'estomac, le retrait silencieux, la façon dont elle s'intéressait soudainement beaucoup à ses chaussures lorsque sa grand-mère entrait dans la pièce. Je lui ai donné du soda au gingembre et lui ai dit qu'elle se sentirait mieux après le petit déjeuner. Elle a réussi à manger la moitié d'une tranche de pain grillé avant de repousser son assiette et de se recroqueviller sur le canapé. À 10 heures, elle pleurait. À 11 heures, elle pouvait à peine se tenir debout. Quand j'ai touché son front et senti la chaleur rayonner de sa peau, j'ai su que ce n'était pas de l'anxiété. C'était quelque chose de bien pire. Gordon nous a conduits à l'hôpital pendant que j'étais assise sur la banquette arrière, la tête de Willa sur mes genoux. Elle gémissait doucement, son petit corps rigide de douleur. Je lui caressais les cheveux et lui disais que tout irait bien. Même si je n'avais aucune idée si c'était vrai, je n'arrêtais pas de parler parce que le silence était insupportable et parce que j'avais besoin qu'elle sache que j'étais là. Le personnel des urgences a agi rapidement. Un seul regard à l'abdomen distendu de Willa et ils l'ont mise sur un brancard et l'ont emmenée pour l'imagerie avant que je puisse finir de remplir les formulaires d'admission. Le médecin qui l'a examinée était jeune, peut-être au début de la trentaine, avec des yeux gentils et une voix calme qui n'a rien fait pour ralentir mon cœur qui s'emballait. « Madame Merritt, votre fille souffre d'appendicite aiguë », m'a-t-il dit. L'imagerie montre des signes qu'elle a peut-être déjà rompu. Nous devons opérer immédiatement pour prévenir d'autres complications. Rompu? Le mot m'a frappé comme un coup de poing à l'estomac. J'en savais assez sur la médecine pour comprendre ce que cela signifiait. Infection, septicémie, la possibilité que ma fille de 7 ans ne survive pas à une condition qui aurait dû être de routine. Comment ai-je pu manquer ça? Ai-je demandé, ma voix se brisant. Elle n'a commencé à se plaindre que ce matin. Je pensais que c'était juste de la nervosité. Le médecin a secoué la tête doucement. L'appendicite peut progresser très rapidement, surtout chez les enfants. Vous l'avez amené ici à temps. C'est ce qui compte. Mais je n'avais pas l'impression d'avoir bien fait quoi que ce soit. J'avais l'impression de l'avoir déçu en ne reconnaissant pas les signes plus tôt.
J'avais l'impression que chaque minute que j'avais perdue à la faire manger ou à attendre de voir si elle se sentait mieux était une minute qui aurait pu lui coûter la vie. Ils m'ont permis de marcher avec elle jusqu'aux portes de la salle d'opération. Le couloir semblait interminable. Les lumières fluorescentes clignotaient au-dessus de ma tête, les roues du brancard couinaient contre le sol poli. Willa était pâle et petite sous la couverture d'hôpital blanche. Une ligne intraveineuse s'échappait de son bras vers une poche de liquide clair accrochée à une perche métallique. Elle semblait si fragile, si jeune, si complètement dépendante d'étrangers pour lui sauver la vie. Elle a cherché ma main et je l'ai prise. Ses doigts étaient froids et tremblants. « Maman, j'ai peur. » Je me suis penché pour que mon visage soit près du sien. « Je sais, ma puce, mais ces médecins vont prendre grand soin de toi. Et quand tu te réveilleras, je serai juste là à t'attendre. Je te promets. Tu ne t'en iras pas? Je ne te quitterai jamais, Willa. Jamais. » Elle a hoché la tête, ses yeux mouillés de larmes qu'elle essayait fort de ne pas laisser couler. Ma courageuse fille. Ma belle et courageuse fille qui avait déjà fait face à plus de rejets en 7 ans que la plupart des gens n'en affrontent dans une vie. L'équipe chirurgicale a doucement poussé le brancard vers l'avant et j'ai dû lâcher sa main. Je l'ai regardée disparaître à travers ces doubles portes et j'ai senti qu'une partie de mon âme partait avec elle. Je ne sais pas combien de temps je suis resté là. Des secondes, peut-être des minutes. Le temps avait cessé d'avoir un sens. Quand je me suis finalement retourné, j'ai vu Gordon et Opel près des distributeurs automatiques, et j'ai entendu la conversation qui allait tout changer. J'ai entendu ma belle-mère rejeter ma fille en la traitant de projet. J'ai entendu mon mari accepter de partir. Je les ai vus sortir de cet hôpital comme si Willa n'était rien de plus qu'un inconvénient. Et quelque chose en moi a basculé définitivement. J'étais terrifié pour ma fille. J'avais le cœur brisé par mon mari. Mais sous la peur et le chagrin, quelque chose d'autre grandissait. Quelque chose de froid, de clair et de déterminé. Il voulait faire semblant que Willa n'avait pas d'importance. Il voulait l'effacer du récit familial et se concentrer uniquement sur l'enfant qui partageait leur sang. Mais j'avais passé 6 ans à protéger ma fille d'un monde qui disait souvent aux enfants adoptés qu'ils étaient inférieurs. J'avais lutté pour elle lorsque les agences mettaient en doute ma capacité à être une mère seule. J'avais lutté pour elle lorsque des étrangers posaient des questions indiscrètes sur sa vraie mère. J'avais lutté pour elle chaque jour depuis le moment où je l'avais tenue dans mes bras pour la première fois. Je n'allais pas arrêter de me battre maintenant. Je me suis assise dans cette salle d'attente vide, entourée de silence et de peur, et j'ai pris une décision. J'allais tout documenter. Chaque mot qu'Opel avait dit, chaque choix que Gordon avait fait. Chaque moment de ce cauchemar qu'ils essaieraient plus tard de nier, de minimiser ou d'expliquer. J'ai sorti mon téléphone, ouvert l'appareil photo et appuyé sur enregistrer. J'ai tenu mon téléphone fermement et j'ai regardé directement la caméra. La salle d'attente était silencieuse, à part le faible bourdonnement de la climatisation et le murmure lointain des annonces de l'hôpital. Mon visage était pâle à l'écran, mes yeux rougis mais secs. Je n'avais plus de larmes, seulement de la clarté. Aujourd'hui, c'est samedi 15 mars. Ai-je commencé, gardant ma voix calme et mesurée. Il est 15h12 de l'après-midi, et je suis assise dans la salle d'attente de chirurgie pédiatrique à l'hôpital Ridgewood Memorial. Ma fille de 7 ans, Willa, est actuellement en chirurgie d'urgence pour un appendice rompu. Elle a été emmenée au bloc opératoire il y a environ 25 minutes. J'ai fait une pause pour prendre une respiration, me stabilisant contre le poids de ce que j'étais sur le point de dire. Il y a 15 minutes, ma belle-mère, Opel Merritt, m'a dit qu'elle et mon mari, Gordon, quittaient l'hôpital. Quand j'ai demandé pourquoi, elle a dit, et je la cite textuellement, « Nous ne restons que pour la vraie petite fille. Et comme elle vient avec nous, ça ne sert à rien d'attendre. » Elle faisait référence à ma fille biologique de 3 ans, Brinley. Elle indiquait clairement que Willa, l'enfant que j'ai adopté avant même de rencontrer son fils, ne compte pas comme faisant partie de la famille à ses yeux. J'ai dégluti contre la boule qui se formait dans ma gorge. Mon mari n'a pas argumenté avec elle. Il n'a pas défendu Willa. Il n'est pas resté. Il m'a présenté ses excuses. Il a dit que Brinley était fatigué et est parti avec sa mère. Ma fille se bat pour sa vie derrière ses portes, et son beau-père a préféré le confort de sa mère plutôt que d'être là pour elle. J'ai tourné légèrement la caméra pour montrer les chaises vides autour de moi. Voici à quoi ressemble le soutien dans mon mariage. Voici à quoi ressemble la famille pour les Merritt. Une pièce vide et une mère assise seule pendant que son enfant est en chirurgie. J'ai terminé l'enregistrement et l'ai sauvegardé sur mon téléphone. Puis j'ai ouvert mon application de notes et j'ai commencé à taper tout ce dont je me souvenais.
Chaque commentaire dédaigneux qu'Opel avait fait au fil des ans. Chaque fois que Gordon avait choisi les sentiments de sa mère au détriment des miens. Chaque anniversaire où Willa recevait un cadeau sans attention tandis que Brinley était couverte d'attention. J'ai tapé jusqu'à ce que mes doigts me fassent mal, jusqu'à ce que j'aie des pages de documentation qui peignaient une image claire du schéma dans lequel je vivais depuis 4 ans. Les minutes s'étiraient comme des heures. J'ai essayé de me distraire en regardant la télévision muette fixée dans le coin, mais je ne pouvais me concentrer sur rien d'autre que les portes de l'aile chirurgicale. Chaque fois qu'elle s'ouvrait, je me redressais, cherchant un médecin, une infirmière, n'importe qui pourrait me dire que ma fille allait bien. À un moment donné, une femme en uniforme de soins s'est approchée de moi. Elle était dans la cinquantaine, avec des mèches grises dans ses cheveux foncés et un visage aimable qui m'a immédiatement donné envie de pleurer. « Madame Merritt, je suis Ruth Ann. Je suis l'une des infirmières de chirurgie. Je voulais vous faire savoir que Willa va bien pour l'instant. Le chirurgien travaille avec soin pour nettoyer l'infection. Cela va prendre encore quelques heures, mais elle est stable. » « Merci, ai-je réussi à dire. « Merci beaucoup. » Ruth Ann a jeté un coup d'œil à la salle d'attente vide, puis à moi. « Il y a quelqu'un ici avec vous, ma belle? Quelqu'un que je peux appeler ?» J'ai secoué la tête. Mon mari a dû partir. Obligation familiale. Le mensonge avait un goût amer sur ma langue, mais je n'étais pas prête à expliquer la vérité à une étrangère. Ruth Ann m'a étudié un instant, et je pouvais dire qu'elle voyait clair dans mes paroles. Les infirmières le font toujours. Elles passent leur vie à lire les gens en crise. « Eh bien, je vais passer vous voir toutes les heures environ, » a-t-elle dit doucement. Et il y a une machine à café dans le couloir, deuxième porte à gauche. Ce n'est pas un excellent café, mais il est chaud. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, demandez simplement Ruth Ann. D'accord, ai-je murmuré. Merci. Elle a serré mon épaule avant de retourner par les doubles portes. J'étais à nouveau seul, mais sa gentillesse avait fissuré quelque chose à l'intérieur de moi. J'ai sorti mon téléphone et j'ai appelé ma mère. Francine a répondu à la deuxième sonnerie. « Daphné, ma chérie, qu'est-ce qui ne va pas? Tu as l'air bouleversée. » Le son de sa voix a brisé le barrage que je retenais. Je lui ai tout raconté. L'urgence, l'opération, les mots d'Opel, la trahison de Gordon. J'ai parlé jusqu'à ce que je sois enroué. Et ma mère a écouté sans m'interrompre, comme elle le faisait toujours quand j'en avais le plus besoin. « Je vais le tuer », a-t-elle dit quand j'ai eu fini. « Je vais conduire jusque là-bas et les tuer tous les deux. »« Maman, tu es dans le Delaware. C'est 6 heures de route. »« Je m'en fiche. Ma petite fille est à l'hôpital et ses gens t'ont laissé seule. J'arrive. Tu n'as pas à faire ça. Daphné Marie, je suis ta mère. Quand tu as mal, j'ai mal. Quand Willa a mal, j'ai mal. Je prends ma voiture tout de suite et je serai là ce soir. Ne discute pas avec moi. » J'ai souri pour la première fois depuis des heures. Je t'aime, maman. Je t'aime aussi, ma puce. Et j'aime cette petite fille comme si elle était sortie de mon propre corps. Ne l'oublie jamais. J'ai raccroché, me sentant un peu moins seul. Ma mère arrivait, ma fille était stable et j'avais la preuve exacte du genre de personne auquel j'avais affaire. Maintenant, je devais juste attendre. Les heures ont passé dans un flou de café rassis et de prières silencieuses. J'ai dû vérifier mon téléphone une centaine de fois, regardant les minutes s'écouler tandis que ma fille était sur une table d'opération quelque part derrière ces doubles portes. Ruth Ann est passée 2 fois de plus pour me donner des nouvelles. Chaque fois, elle m'assurait que Willa tenait bon et que l'équipe chirurgicale faisait de bons progrès. À 17h47, le chirurgien a finalement émergé. Le docteur Callahan était une grande femme avec des mèches argentées dans ses cheveux foncés et des mains fermes qui venaient de sauver la vie de ma fille. Elle a baissé son masque chirurgical en s'approchant de moi et j'ai cherché désespérément sur son visage tout signe de mauvaise nouvelle. « Madame Merritt, Willa a merveilleusement traversé l'opération, » a-t-elle dit, et j'ai senti tout mon corps s'affaisser de soulagement. L'appendice avait rompu, mais nous avons pu le retirer et nettoyer l'infection avant qu'elle ne se propage davantage. Elle aura besoin d'antibiotiques par intraveineuse pendant quelques jours et d'une surveillance étroite, mais je m'attends à ce qu'elle se rétablisse complètement. J'ai pressé ma main sur ma bouche pour étouffer le sanglot qui s'est échappé. « Puis-je la voir ? » Elle est en train d'être déplacée vers l'unité de soins post-opératoires pédiatriques maintenant. Donnez-nous environ 20 minutes pour l'installer, puis une infirmière viendra vous chercher. Elle sera groggy à cause de l'anesthésie, mais elle a demandé sa maman. Ces mots m'ont presque brisé. Ma courageuse petite fille se réveillant de l'opération avec une seule pensée en tête.
elle voulait sa mère. Et contrairement à tous les autres dans sa vie, j'avais tenu ma promesse. J'étais toujours là. J'ai remercié le docteur Callahan abondamment, lui serrant la main et retenant mes larmes. Après son départ, je me suis effondré sur ma chaise et je me suis permis de pleurer. Pas de tristesse cette fois, mais de gratitude et d'épuisement accablant, et de la libération de la peur suffocante de ces heures. Willa allait bien. Mon bébé allait vivre. J'ai sorti mon téléphone et envoyé un message à ma mère pour lui annoncer la bonne nouvelle. Elle a répondu immédiatement, me disant qu'elle était déjà après la frontière de la Pennsylvanie et serait à l'hôpital vers 21h. Ensuite, je me suis assise dans la salle d'attente silencieuse et je me suis permis de respirer pour la première fois depuis que ce cauchemar avait commencé. 20 minutes plus tard, une jeune infirmière m'a conduite à la chambre de Willa dans l'unité pédiatrique. Le couloir était peint de joyeuses fresques d'animaux de dessins animés, un contraste frappant avec l'environnement stérile de l'aile chirurgicale. Lorsque nous sommes arrivés à la chambre 412, l'infirmière a ouvert doucement la porte et m'a fait signe d'entrer. Willa était allongée dans un lit d'hôpital qui semblait beaucoup trop grand pour son petit corps. Des tubes et des fils la reliaient à des machines qui bipaient et bourdonnaient avec une régularité rassurante. Son visage était pâle, ses yeux à moitié fermés, mais lorsqu'elle a entendu mes pas, elle a tourné la tête et a souri faiblement. « Maman » a-t-elle murmuré. « Tu es restée. » Je me suis précipité à son chevet et j'ai pris sa main, faisant attention de ne pas déranger la ligne intraveineuse scotchée à son poignet. « Je t'ai dit que je ne partirais jamais. » Je le pensais. Mon ventre me fait mal. Je sais, ma puce. Les médecins ont réparé ce qui te rendait malade, mais ça va être douloureux pendant un petit moment. Ils te donnent des médicaments pour t'aider avec la douleur. Willa a hoché la tête lentement, ses paupières tombant. Où est papa ? La question m'a frappé comme un couteau dans la poitrine. Je savais qu'elle allait venir, mais cela n'a pas rendu la réponse plus facile. Papa a dû ramener Brinley à la maison, ai-je dit avec précaution. Mais il va revenir bientôt te voir. Et grand-mère ? Grand-mère est rentrée à la maison aussi. Willa est restée silencieuse un instant. Même à travers le brouillard de l'anesthésie, je pouvais la voir traiter cette information. Je pouvais voir la vieille blessure familière s'installer sur ses traits. Grand-mère ne m'aime pas beaucoup, a-t-elle dit doucement. N'est-ce pas ? Mon cœur s'est brisé en 1000 morceaux. 7 ans, et elle comprenait déjà ce que les adultes de sa vie refusaient de reconnaître. Elle avait senti la froideur d'Opel. Elle avait absorbé chaque regard dédaigneux, chaque cadeau sans attention, chaque moment où elle était traitée comme inférieure. J'ai serré doucement sa main. Willa, j'ai besoin que tu m'écoutes. Tu es aimée. Tu es désirée. Tu es ma fille. Et rien dans ce monde ne changera jamais cela. Certaines personnes ont de petits cœurs qui ne peuvent contenir qu'une quantité limitée d'amour. C'est leur problème, pas le tien. Tu comprends ? Elle a hoché la tête, une seule larme glissant sur sa joue. Je comprends, maman. Bien. Maintenant, je veux que tu te reposes. Je vais être juste ici sur cette chaise toute la nuit. Quand tu te réveilleras, je serai toujours là. Je te le promets. D'accord, a-t-elle murmuré, ses yeux se fermant finalement. En quelques minutes, elle dormait. J'ai regardé sa poitrine se soulever et s'abaisser en rythme régulier, écouté le bip du moniteur cardiaque, et j'ai senti quelque chose s'installer en moi, une certitude, une détermination. J'ai regardé mon téléphone, la vidéo que j'avais enregistrée et les pages de notes que j'avais tapées. Gordon et Opel reviendraient éventuellement. Ils entreraient dans cette pièce, s'attendant à ce que tout redevienne normal, s'attendant à ce que je pardonne et oublie comme je l'avais toujours fait auparavant. Mais cette fois, ce serait différent. Cette fois, j'étais prête. À 21h34, ma mère est arrivée. Francine a fait irruption dans la chambre d'hôpital de Willa comme une femme en mission, ses cheveux argentés ébouriffés par la route et ses yeux enflammés d'une fureur protectrice. Elle m'a serré si fort que je pouvais à peine respirer, puis s'est immédiatement dirigée vers le chevet de Willa et a embrassé le front de sa petite fille endormie. « Cette belle fille » a-t-elle murmuré. « Ma belle petite fille. » Nous nous sommes assis ensemble dans la pièce tamisée, parlant à voix basse pendant que Willa dormait. J'ai tout raconté à ma mère à nouveau, lui ai montré la vidéo, l'ai laissé lire mes notes. Son visage est devenu plus dur à chaque mot. « Je n'ai jamais aimé cette femme », a dit Francine tranquillement. « À partir du moment où j'ai rencontré Opel à votre mariage, j'ai su qu'elle était un problème. La façon dont elle regardait Willa comme si elle était un inconvénient, la façon dont Gordon obéissait chaque fois que sa mère claquait des doigts. J'aurais dû dire quelque chose il y a des années.
Je n'arrêtais pas d'espérer que ça s'améliorerait, ai-je admis. Je pensais que si j'étais assez patiente, assez gentille, assez arrangeante, Opel finirait par accepter Willa, Gordon finirait par défendre notre famille. Certaines personnes ne changent pas, ma chérie. Elles deviennent juste meilleures pour cacher qui elles sont vraiment. À 22h17, mon téléphone a vibré avec un message de Gordon. Opération terminée. Je retourne à l'hôpital maintenant. Maman vient aussi. J'ai fixé le message pendant un long moment. 6 heures. Ils étaient partis pendant 6 heures pendant que ma fille se battait pour sa vie. Et maintenant, ils revenaient comme si rien ne s'était passé, s'attendant à reprendre leur place dans notre famille comme s'ils ne nous avaient pas abandonnés quand nous avions le plus besoin d'eux. Ils sont en route, ai-je dit à ma mère. Les yeux de Francine se sont rétrécis. Bien. J'ai quelque chose à dire à cette femme. Maman, s'il te plaît, laisse-moi gérer ça. Elle m'a regardé longuement, puis a hoché la tête à contre-cœur. D'accord, mais je reste dans cette pièce. Et si cette femme dit un seul mot de travers à ma petite fille, toutes les mises sont annulées. 20 minutes plus tard, Gordon est entré par la porte. Il portait un ours en peluche de la boutique de cadeaux de l'hôpital et affichait l'expression d'un homme qui savait qu'il avait des ennuis, mais qui espérait que le charme pourrait le sauver. Opel le suivait de près, son visage masqué par une préoccupation soignée qui n'atteignait pas ses yeux. « Comment va-t-elle » a demandé Gordon, se dirigeant vers le lit de Willa. Le médecin a dit que tout s'est bien passé. Elle est stable, ai-je répondu, ma voix étant plate. Pas grâce à vous. Gordon a tressailli. Daphné, je sais que tu es contrariée, mais Brinley était épuisé, et maman pensait qu'il serait préférable d'arrêter. J'ai levé la main. Je ne veux pas entendre d'excuses. Pas maintenant. Opel s'est éclairci la gorge. Daphné, il n'est pas nécessaire d'être dramatique. L'enfant va bien. Tout s'est arrangé. J'ai senti ma mère se raidir à côté de moi, mais j'ai gardé mon attention sur Opel. Ce mot, l'enfant. Pas Willa. Pas votre petite fille. Juste l'enfant. Comme si elle discutait de l'enfant d'une étrangère. Asseyez-vous, ai-je dit calmement. Tous les deux. Il y a quelque chose que je veux que vous voyiez. Gordon a échangé un regard confus avec sa mère, mais ils se sont tous deux assis sur les chaises près de la fenêtre. J'ai sorti mon téléphone, ouvert la vidéo que j'avais enregistrée dans la salle d'attente et je l'ai tendue à Gordon. Appuie sur lecture. Il l'a fait. J'ai regardé son visage pendant que ma voix remplissait la pièce silencieuse, racontant les mots exacts d'Opel. Nous ne restons que pour la vraie petite fille. Son expression est passée de la confusion à l'inconfort à quelque chose qui s'approchait de la honte. À côté de lui, le masque d'Opel s'est fissuré. Ses joues ont rougi et ses lèvres se sont pressées en une ligne mince et furieuse. « Tu m'as enregistré » a-t-elle sifflé. « C'est une violation complète de ma vie privée. Tu n'avais pas le droit de… » J'ai enregistré la vérité, l'ai-je interrompu. « C'est tout. » Gordon m'a rendu le téléphone, sa main tremblant légèrement. « Daphné, je ne sais pas.